Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation aux éditions de la mi-journée sur Truth TV. Ce 4 avril, le Premier ministre Albert Ouedraogo a présenté la feuille de route de la transition devant les membres de l'Assemblée législative de la transition. C'est un exercice qui n'est certes pas soumis en vote, mais qui fera tout de même l'objet d'un débat avec les députés. On en parle dans ce 13h. Des dissidents de plusieurs partis politiques lancent le PPS, Parti panafricain pour le salut d'obédience sociale démocrate. Ce parti sera dirigé par le démissionnaire du MPP, Abdoulaye Mossé. Le week-end dernier, le parti a été présenté. La composition du bureau a été dévoilée également. Des détails pour vous dans cette édition. Le conflit russo-ukrainien au cœur d'une conférence publique samedi dernier dans la capitale burkinabé de géopolitique. Il s'est agi pour les conférenciers de faire ressortir les enjeux et les opportunités que l'Afrique tire de ce conflit et aussi de définir un probable ordre mondial que pourrait susciter ce conflit. Voilà donc pour le sommaire cet après-midi. Dans un délai de 30 jours après la formation du gouvernement de la transition, le Premier ministre présente la feuille de route de la transition devant l'Assemblée législative de la transition. C'est ce que dispose la charte de la transition à son article 18. Conformément donc à cet article, le Premier ministre Albert Ouedraogo, nommé le 3 mars dernier et ayant constitué son gouvernement de 25 membres le 5 mars dernier, a présenté sa feuille de route à l'Assemblée législative de la transition ce matin. De sa vision de la transition, on retient prioritairement la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Je vous propose d'écouter de vous-même un bout du discours du Premier ministre Albert Ouedraogo. Face aux nombreux défis du moment, le gouvernement maintiendra, malgré tout, une politique budgétaire soutenable qui préservera la viabilité des finances publiques. Le Burkina Faso reste résolument engagé dans la dynamique de nouer et de consolider des partenariats fructueux avec l'UEMOA, la CEDEAO, les organisations régionales, les institutions internationales, les organismes de développement et les pays amis. C'est le lieu pour moi de réitérer l'invitation du président du Faso aux partenaires techniques et financiers, aux amis du Burkina Faso, afin qu'ils continuent d'accompagner notre pays sur les différents chantiers du développement, surtout dans cette période particulièrement difficile. En tout état de cause, notre intérêt pour le rendez-vous de l'histoire s'inscrit tant dans la durée, tant dont nous ne disposons pas, que dans le contenu agencé scrupuleusement dans notre instrument de programmation. C'est dire qu'en considérant l'immensité des missions de sauvegarde, de restauration et de refondation de l'État-nation, le temps imparti par la Charte est un déterminant capital que nous avons rigoureusement séquencé et millimétré d'actions qui sont les remèdes pour un Burkina nouveau, pour un Burkina debout dans le concert des nations. Voilà, vous aurez reportage et réactions sur cette actualité dans notre prochaine édition de 20h. Nous poursuivons ce 13h. Des transfuges de plusieurs partis politiques dans le MPP, l'ancien parti au pouvoir, ont créé un nouveau parti politique dénommé Parti panafricain pour le salut, en abrégé PPS. C'est un parti d'obédience sociale démocrate qui se présente comme une nouvelle offre pour répondre aux besoins du peuple burkinabé. Dirigé par l'ancien député du MPP, le nouveau parti entend faire de la réconciliation nationale et la cohésion sociale le pilier de ses actions. On en parle avec Abdoulaye Mienye. Parti panafricain pour le salut, PPS, c'est le tout nouveau parti politique au Burkina Faso, créé par des transfuges de 10 partis politiques. D'obédience socio-démocrate, le PPS veut œuvrer pour un Burkina Faso plus juste, paisible, prospère et d'une Afrique unie. Pour la plupart membres du régime MPP jusqu'à sa chute le 24 janvier 2022, les fondateurs du nouveau parti disent tirer leçon des limites de l'ancien système face aux problèmes que connaît le pays. Cela nécessite une prise de conscience et un changement de paradigme comme incarné par le PPS. Le fait de tout essayer et aboutir
à la confiscation du pouvoir par l'armée, cela veut dire que nous devrons reproposer en tant que classe politique quelque chose au Burkinabé. Et nous, PPS, nous pensons que ce qui manque, c'est la réconciliation. Ce qui manque, c'est l'union des cœurs. Pour nous, le fait d'avoir des élus et des leaders politiques, des intellectuels de plus de 10 partis politiques s'associer pour créer le PPS, nous pensons que chacun a son problème et il pense que le PPS doit être la solution. Au-delà du Burkina Faso, le nouveau parti panafricaniste entend porter des luttes pour l'indépendance véritable de l'Afrique. Pour les responsables, c'est une nouvelle offre politique au service de l'ancrage de la démocratie et du progrès social. Il est né dans le souci d'aider la construction d'une démocratie politique, sociale, économique et culturelle capable de procurer aux Africains une indépendance véritable et assumée et les rassurer également un développement harmonieux. Notre parti attend prendre une part entière dans la résolution des crises actuelles et futures. Il entend jouer sa partition pour l'avènement d'un Burkina Faso de paix, de progrès, de prospérité, d'obédience social-démocrate. Le PPS milite pour un Burkina Faso plus juste, plus prospère et pour une Afrique unie en phase avec les exigences du moment. Pour Abdoulaye Mossé, la création de ce parti est l'aboutissement des frustrations nées le lendemain du congrès de son ancien parti, le MPP, et de l'analyse des résultats de l'élection de novembre 2020. Se prononçant sur le fait que cet acte soit vu par certains comme une trahison vis-à-vis de l'ancien président, Abdoulaye Mossé a laissé entendre que le moment venu, Roch Kaboré connaîtra ses vrais amis. Conflit russo-ukrainien, la société burkinabé de géopolitique réfléchit sur la question et donne son point de vue sur les faits à travers une conférence publique. À cette conférence, donc, 2 thèmes ont été retenus pour édifier les participants. Il s'agit notamment des enjeux et des opportunités de cette guerre pour l'Afrique et un probable ordre mondial qu'elle pourrait susciter. Les détails de la conférence avec Fatima Tanikima dans ce reportage. Quels sont les enjeux de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine et quelle opportunité pour l'Afrique? C'est à ces questions qu'a répondu Angeline Savadogo au cours de cette conférence publique. Il ressort de sa communication que cette guerre russo-ukrainienne entraîne déjà des inconvénients sur le plan socio-économique mais aussi sécuritaire. Il s'agit entre autres de l'augmentation du prix du pétrole, du gaz et de la rupture d'électricité. Sans oublier les risques de tensions sociales et d'instabilité politique. Selon notre conférencière, c'est une guerre qui pourrait éventuellement impacter la lutte contre le terrorisme et les coopérations militaires dans certains pays en Afrique. Mais au-delà de toutes ces conséquences négatives, les pays africains doivent savoir tirer profit de cette crise, à en croire cette dernière. Il y a déjà l'impact sur les importations, sur le prix du carburant. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, déjà, avant-hier, il y a eu une augmentation de 60 francs sur le prix du litre. Et c'est une situation qui sera un peu généralisée un peu partout. Les enjeux, c'est de tirer profit de ce qui se passe. Parce qu'il y a des pays producteurs, par exemple, de gaz en Afrique. Alors qu'actuellement, les pays européens font face à un déficit de gaz. Donc, ils peuvent utiliser ces situations-là pour avoir des opportunités. Le professeur Ili, lui, s'est interrogé sur le nouvel ordre mondial qui pourrait naître de cette guerre Russie-Ukraine. Selon ce dernier, cette guerre vient confirmer le retour de la Russie sur la scène internationale. Un retour qui avait déjà été engagé à travers l'annexion de la Crimée et son intervention en Syrie. À en croire notre deuxième conférencier, cette réapparition de la Russie, accompagnée de l'émergence d'autres puissances comme la Chine, remet aujourd'hui en cause les puissances américaines et occidentales. Une situation qui se présente comme une opportunité pour les pays en voie de développement en Afrique. Et cela en matière d'élargissement de partenaires. Mais également, il faut savoir que cette guerre aussi, d'un autre point de vue, n'est pas une très bonne nouvelle pour ces petits pays. Parce que quand vous regardez géopolitiquement, c'est une guerre qui s'explique, mais au plan de la légalité, au plan de la justice, c'est une guerre qui peut être vue comme injuste et illégale, puisque c'est l'agression d'un petit pays par une grande puissance, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les autres pays, parce que cela veut dire que les pays qui ne peuvent pas se défendre
peuvent être à tout moment attaqués par une grande puissance, voire être annexés. Et de ce point de vue-là, cette guerre également n'est pas une très bonne nouvelle pour les petits pays. Cette conférence publique organisée par la Société burkinabé de géopolitique se veut une tribune de réflexion et d'analyse des questions d'actualité, un creuset de plusieurs compétences dans divers domaines qui viennent par la réflexion apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. La famille Lyon s'est agrandie avec la naissance du Lions Club Ouagadougou Rugby. Les nouveaux membres de ce club ont officiellement prêté serment le vendredi 1er avril. La cérémonie de remise de charte du Lions Club Ouagadougou Rugby a été présidée par le gouverneur du district 403A3 du Lions Club International, Mohamed Compaoré. Le nouveau club sera dirigé par Julie Prudence Somda et se donne pour mission de lutter contre la faim. Maxime Jean-Yves Bambara, Abdourahim Yéyé, images et commentaires. Entrée solennelle de nouvelles membres dans la grande famille Lyon à cette soirée qui marque la naissance du Lions Club Ouagadougou Rugby. Au nombre de 23 à constituer ce club, ces femmes de divers profils ont officiellement prêté serment devant les officiels du district 403A3 et des membres du club Ouagadougou Rugby de respecter les statuts et règlements du club et ceux du Lions Club International. Et j'appliquerai les principes du code de déontologie et les objectifs du Lions Club International. Par le pouvoir qui m'a été conféré par le Lions Club International, je vous déclare membre du Lions Club Ouagadougou Rugby. Après la prestation de serment, les impétrantes reçoivent l'emblème du Lions Club International, consacrant définitivement leur adhésion à cette famille. Le Lion Julie Prudence Somda, porté à la tête du nouveau club Ouagadougou Rugby, reçoit les attributs de son pouvoir. Ouagadougou Rugby, parce que le rugby est une pierre précieuse d'une grande valeur et il symbolise les femmes que nous sommes parce que nous avons voulu que ce club soit caractérisé et regroupe des femmes leaders. Et donc, ce trait de caractère que nous avons toutes dans le club nous a amené à penser à ce que le rugby puisse nous symboliser parce qu'effectivement, c'est la force, c'est l'amour, c'est la pierre en fait que nous avons choisi pour nous symboliser. Ce nouveau club Ouagadougou Rugby entend faire de la lutte contre la faim son leitmotiv. Déjà sur le plan national, il y a des personnes déplacées dues à l'insécurité, des personnes déplacées internes et ces personnes souffrent beaucoup de la faim. En dehors de ces personnes, il y a beaucoup de personnes vulnérables telles que les femmes enceintes, les enfants de la rue. Et quand nous regardons toute cette misère en tant que mère, en tant que femme, en tant que citoyenne du Burkina Faso, nous avons choisi vraiment de leur redonner le sourire à travers notre modeste contribution. Un engagement noble et d'une actualité persistante au regard des milliers de déplacés internes que compte le pays, dira le parrain de la cérémonie, Lassine Diawara, un parrain qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filleuls. Je vous invite à créer et développer un esprit de coopération et de compréhension mutuelle et travailler à les promouvoir autour de vous. Face à la déliquescence des valeurs sociales et même républicaines, la promotion des principes de l'amour du prochain, l'amitié et la solidarité devra être au cœur de vos actions. Intéressez-vous activement au bien-être de votre entourage, de nos populations, surtout les plus démunies. Travaillez donc, parlez peu, agissez plus car si les parleurs s'aiment, ce sont les silencieux qui récoltent. Cette cérémonie de remise de charte du Lions Club Ouagadougou Rugby a servi de cadre pour le Lion Dramane Tout de prêter officiellement serment en tant que membre du club Oasis, club parrain du nouveau club rugby 100% féminin. Coris Banque Internationale renforce ses assises dans la sous-région. Elle a procédé à l'ouverture de sa filiale en Guinée-Bissau le mercredi 30 mars dernier. Une inauguration qui a connu la présence effective du président du groupe Coris Idrissa Nassa et du président de la République de Guinée-Bissau, Oumar Sissoko Embalo. Les images avec Abdourahim Yéyé. Avec cette implantation en Guinée-Bissau, Coris Banque Internationale est désormais présente dans 8 pays membres de l'UEMOA et en Guinée-Conakry.
Une extension de l'institution bancaire qui justifie l'ambition panafricaniste du groupe Coris. Alors nous avons eu l'opportunité d'être reçus par son Excellence le chef de l'État, avec lequel nous avons échangé sur l'inauguration officielle de Coris Bank International en Guinée-Bissau. Comme vous le savez, notre groupe est un groupe panafricain et nous avons décidé de nous installer ici à Bissau pour apporter notre contribution au financement de l'économie du pays. Donc aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle de notre succursale ici à Bissau. C'est le président de la République de la Guinée-Bissau, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Il dit avoir bien accueilli l'implantation de Coris Bank International dans son pays. Trata-se do lançamento oficial das atividades de Coris Bank International na Guiné-Bissau. Grâce au lancement des activités ici en Guinée-Bissau, Coris Bank International contribue à financer des activités économiques. Nous savons aussi que le progrès social doit s'asseoir sur le renforcement du tissu économique et Coris Bank contribue à cela. En vérité, la présence de Coris Bank est une marque de confiance à l'économie et au futur de la Guinée-Bissau. Na verdade, a vossa presença no mercado guinense representa voto de confiança na economia e no futuro da Guiné-Bissau. Idrissa Nassa a pour sa part invité les investisseurs, particulièrement les ressortissants des pays couverts par le réseau Coris, à investir dans ce pays qui regorge d'énormes potentialités. Il promet l'accompagnement de Coris Bank à ses investisseurs. Littérature, nous allons à la découverte du nouveau recueil de Adama Bayala. Le recueil est intitulé « Sous la barbe du diable » et aborde les difficultés vécues par les enfants défavorisés. Le livre a été dédicacé le 1er avril 2022 à Ouagadougou. La dédicace a connu la présence du docteur Élise Ilboudo Tombiano, marraine de la cérémonie. Sans plus de commentaires, allons maintenant à la découverte de l'œuvre dans ce compte-rendu de Assompta Somé qui porte la voix de Wenla Sida Kabouré. Faire un réquisitoire contre les abus faits aux enfants, tel est l'objectif de Adama Bayala à travers son livre « Sous la barbe du diable ». De 179 pages, c'est une œuvre qui dépeint les réalités que vivent les enfants délaissés en général et les orphelins en particulier. Elle rend bien compte de la perdition de certaines valeurs africaines. À travers cet ouvrage, à travers le parcours du personnage principal, Piripa Banzai, il s'est agi pour nous de dénoncer une situation aimable qui ronge notre société. C'est une pratique barbare et rétrograde qui vise à éliminer systématiquement les enfants abusivement appelés barbares. Si vous voulez en bon français, les enfants adultérins. Pour la marraine de la cérémonie, le docteur Élise Ilboudo, ce roman est éducatif en ce sens qu'il met en exergue les maux sociaux comme le viol, la prostitution, la violence et le terrorisme. Elle invite tout un chacun, surtout la jeune génération, à la lecture de ce roman qui pourrait être sensibilisateur. Le livre est très riche, il est bien lisible et il a mis toute la rigueur scientifique qu'il faut pour son livre, puisqu'il s'agit d'une famille, d'un couple qui meurt et qui laisse ses enfants, pendant que ce couple était dans de très bonnes conditions. Donc, vous avez, je dirais que c'est le carrefour de plusieurs thèmes qui se retrouvent ici. C'est la vie, c'est la mort, c'est l'éducation, c'est la sociologie, c'est l'économie. Donc pour moi, c'est un livre qui est très riche et qui doit être lu par tous. Sous la barbe du diable est la troisième œuvre de Adama Bayala. Il est également l'auteur des œuvres comme Les bénédictions d'une mère, La République Banabana. Homme de lettres, il est aussi communicateur et journaliste. L'association Tafé Vision a officiellement lancé le jeudi 31 mars 2022 son projet dénommé de l'idée au court-métrage. C'est un projet financé par le Fonds de développement culturel et touristique dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture avec l'appui de l'Union européenne en partenariat avec Canal+. Au lancement de ce projet, 3 courts-métrages issus même de l'initiative ont été projetés. Serge Kabouré.
De l'idée au court-métrage est un projet de formation de femmes à l'écriture et à la réalisation de courts-métrages fiction. À travers ce projet qui a été présenté ici à Canal Olympia, l'association Tafé Vision entend donner une chance aux femmes. Et pour ce faire, un appel à synopsis de courts-métrages de femmes a été lancé avec pour objectif d'en retenir 10. Sont retenus dans le cadre de ce projet des synopsis mettant en valeur la lutte contre l'extrémisme violent et celle basée sur le genre. On veut plus de place pour la femme. Tout simplement, on est dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Et il y a aussi des femmes qui se forment. Malheureusement, au sortir de ces formations-là, en général, on ne va pas sur les plateaux. Et aussi, on n'a pas beaucoup de femmes réalisatrices, scénaristes. Donc, on a décidé de mettre en place ce projet-là pour pouvoir permettre à ces femmes-là de s'exprimer. Voilà, de dire aussi leur part de vérité, leur part de ce qu'elles veulent que la société soit. En marge de la cérémonie de présentation, 3 courts-métrages réalisés ont été présentés au public. Il s'agit du film Au-delà de l'amour de Esther Ekwa Bansé qui évoque l'histoire du jeune Madi, un diplômé qui doit faire face au pire traitement de son père du fait de son statut de sans-emploi. Révolté, il finit par tomber dans le filet des combattants du mal. Sa mère, qui finit par découvrir les dangereuses activités de son fils, le livre finalement aux autorités. Le deuxième film projeté intitulé La juge thé blanche est l'histoire d'une jeune femme trentenaire qui jouit du statut de célibataire, sans enfant et qui finit par se rendre coupable du meurtre de son père après que ce dernier ait tenté de la violer une seconde fois. Le troisième film, lui, est intitulé Manipulation et évoque l'histoire d'une jeune dame mariée et mère de 2 enfants. Diplômée de son état avec une moyenne de 19/20 à sa soutenance, elle peine à trouver un emploi et pour cause, son mari sabote toutes ses tentatives de recherche d'emploi. Ces courts-métrages projetés sont l'œuvre de 3 jeunes réalisatrices issues du projet. Moi, c'était parti d'une excursion dans une petite localité à l'ouest. Je suis tombée sur une petite fille enceinte, environ 10 ans. Elle était la risée de tous, elle était vraiment blâmée, mise à part. Donc je me suis intéressée à elle. Qu'est-ce qui n'allait pas? Elle dit elle est enceinte et malheureusement le père de l'enfant, l'auteur, c'est son papa qui est un chef. Le fait qu'elle ait dit ça, elle a été vraiment blâmée. La maman est décédée par la suite parce qu'elle avait une sorte de pacte de silence avec la maman qu'elle a parlé. Bon, côté traditionnel, la maman est décédée et elle était laissée à elle-même. Cofinancé par le Fonds de développement culturel et touristique avec l'appui de l'Union européenne, le groupe Canal+, partenaire du projet, s'est dit satisfait. Ici, on a formé des réalisatrices, on a formé des techniciennes et on a des très beaux projets de films. Donc on est très contents et nous, l'apport de Canal, ça a été d'aider à trouver des techniciens, ça a été de trouver un espace pour la diffusion de ces projets et puis ça a été de continuer de soutenir et toujours aider Tafé Vision et Azaratou Bansé, que je remercie, qu'elle est juste à côté de moi, pour son excellent projet. Donc on est très contents de pouvoir être sponsor de projets comme ça. Donc on a créé une division qui s'appelle Canal+ University et qui est là pour aider des très beaux projets comme ça, donc on est très heureux d'être là, merci beaucoup. À travers ce projet, l'association Tafé Vision entend militer pour une pluralité des femmes dans l'industrie cinématographique, œuvrer à la prise en compte du genre dans les productions cinématographiques et audiovisuelles et utiliser le film comme outil de sensibilisation et de promotion des droits de la femme. Et pour refermer ce 13h, des centaines de personnes ont manifesté à Bamako ce vendredi 1er avril 2022 pour réclamer le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO et la création d'une monnaie nationale. Sur les pancartes des manifestants, on pouvait lire entre autres « Le peuple dit non à la CEDEAO et soutien à la transition ». Une demande de retrait contraire à la politique d'intégration communautaire du Mali, répond le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, à qui les manifestants ont remis leur déclaration. La correspondance de Bourema Solo. Des centaines de personnes se sont réunies à la place de l'indépendance pour demander aux autorités de la transition d'engager les procédures de retrait du Mali de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces 2 organisations communautaires ouest-africaines sont accusées par ces manifestants d'être à la solde de la France. Ça fait combien de mois la CEDEAO nous a fermé la frontière? Quelque chose qui n'existe même pas dans les articles. Ils ont violé les articles, les accords, ils ont tout violé. Ce ne sont pas des frères à nous. Ce ne sont pas des frères à nous. Ce ne sont pas des Africains. Ce sont juste des valets de la France, de Macron, de ce Macron-là qui est en France, là, qui est là à diriger ces dirigeants de la CEDEAO. C'est pas la peine qu'on soit là-bas. Ça nous sert à
rien de rester dans la CEDEAO. Dans leur déclaration lue devant les centaines de manifestants, les organisateurs adressent leur doléance au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les doléances, Excellence, Monsieur le Président, sont les suivantes. Première doléance, l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO dans notre pays. Deuxième doléance, le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO. La création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté. La fermeture, puis la nationalisation de toutes les entreprises de société françaises au Mali. Le renouvellement sous un contre-prétexte du mandat de la municipalité. Après la manifestation, une délégation a été désignée pour la remise de la déclaration au Premier ministre pour le président Assimi Goïta. En recevant la déclaration, le chef du gouvernement a rappelé que la doctrine du Mali est celle de l'intégration africaine. La République du Mali, dès sa naissance, s'est fixée comme vocation d'unir les Africains. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes l'un des rares pays, sinon le seul, qui a inscrit dans la Constitution, quels que soient les régimes politiques, que le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour construire l'unité africaine. Donc quand le Mali décide de quitter une organisation qui malheureusement, disons heureusement jusqu'à ces dernières années, est considérée comme la meilleure construction sous-régionale en Afrique, avant de quitter une telle organisation, il faut prendre toutes les précautions. Il ne faut pas aller en contradiction avec la doctrine politique du Mali depuis longtemps. À noter que la CEDEAO a maintenu les sanctions prises en tandem avec l'UEMOA, malgré l'avis de la Cour de justice de l'UEMOA qui demande la levée des sanctions contre le Mali. Vous l'aurez compris, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain, même heure, sur cette même chaîne, avec de nouvelles informations. Portez-vous bien et excellente semaine sur Truth TV.